Merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci aux orateurs précédents et suivants de leurs interventions. Je vais traiter donc de l'Europe, ou plutôt des pays européens, non seulement l'Union européenne, mais les autres pays européens, et le conflit d'Iran, c'est-à-dire la guerre d'Iran, comme il faut l'appeler, avec trois limites méthodologiques. La première limite, c'est que je ne vais prendre que la période du 28 février, déclenchement de la guerre, jusqu'à la période de l'annonce du cessez-le-feu le 8 avril. Deuxième remarque méthodologique, limite, ce sera une approche évidemment diplomatique. Et puis troisième limite, ce sera évidemment une évaluation à chaud, ce qui évidemment mériterait beaucoup de précautions. Alors je vais simplifier les choses, je vais prendre trois parties, en essayant de tenir dans les temps. La première partie sur les pays européens en général, je terminerai cette première partie par la France, par politesse, bien que ce soit un pays important, ne serait-ce que parce que la France est membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc le droit international contre lequel il n'y a pas de solution de remplacement. Je passe mon temps depuis le 28 février à dire partout le droit international et je vois que les grandes puissances font tout autre. Aucune grande puissance ne l'écoute. Sauf peut-être vous tous. Deuxième partie sur l'Union européenne en tant que telle. Et troisième partie sur l'Alliance Atlantique qui concerne directement les pays européens, puisque sur les 32 pays de l'Alliance Atlantique, il y en a, sauf erreur, 28 qui sont européens, si l'on considère que la Turquie n'est que d'une façon très minime géographiquement européenne. Alors, en ce qui concerne d'abord quelques remarques d'introduction, très rapidement, là aussi, le contexte international, on est devant une faillite du droit international qui a été violé pour des raisons différentes par les 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Ça, c'est la première chose à dire. Et deuxième élément du contexte international, la faillite et l'effondrement même des contrôles, du contrôle des armements, notamment des armements nucléaires, en particulier entre l'Union soviétique puis la Russie et les États-Unis. Et quand on regarde les détails, ce sont les États-Unis qui sont les plus fautifs en matière d'abandon de ce système très complexe de contrôle des armements, de maîtrise des armements et de désarmement. Ce sont trois évolutions classiques de la lutte contre les armes, notamment nucléaires. Alors maintenant, le contexte européen, on peut dire très rapidement, et j'ai une liste là qui a été publiée, je pense, dans la revue Population et Avenir, merci au recteur Jean-François Dumont, peut-être aussi dans la revue Géostratégique à propos de l'arme nucléaire, et peut-être et certainement dans Géopo Web, un site en ligne ouvert à tout le monde. Il y a une liste de l'effondrement là aussi de la politique étrangère. Il ne s'agit même pas d'effondrement, de l'inexistence partielle de la politique étrangère européenne en tant que telle. On y reviendra tout à l'heure. Et il est évident que depuis les bouleversements internationaux de 1989-1991, l'Union européenne en tant que telle n'a joué qu'un rôle extrêmement minimal dans un certain nombre de grands dossiers internationaux, et elle a surtout montré ses divergences, ses différences, voire des divorces profonds sur des grands dossiers internationaux. Alors, première partie très rapidement sur les pays européens. Comment ont-ils réagi? Alors, on va en prendre quelques-uns. D'abord, tout de suite, et c'est tout à fait leur mérite, la Finlande, curieusement, a tout de suite dit que c'était contraire, cette guerre des États-Unis et d'Israël, c'était une guerre contre le droit international. Elle a été suivie par la Norvège, qui est un pays européen non membre de l'Union européenne. Elle a été suivie aussitôt par un pays neutre, membre de l'Union européenne depuis 1938, l'Irlande, et elle a été suivie, pays exemplaire en la matière, par l'Espagne, qui a été la plus méritante de toutes dans l'Union européenne. Alors, curieusement, l'Allemagne, curieusement ou non, l'Allemagne a tout de suite pris fait et cause pour cette guerre. Membre de l'Union européenne et violent, évidemment, au moins de façon oratoire, le droit international, pays européens dont les bases sont supposées être celles du droit international et des régimes démocratiques. Et 3 jours après, le chancelier Merz, c'est tout à fait étonnant, est allé, un peu en catimini, mais devant les télévisions, dans le bureau ovale, a laissé le président Trump insulter l'Espagne, pays membre de l'Union européenne, donc un partenaire de l'Allemagne, et le chancelier Merz n'a rien dit, a souri poliment. Bon, là, c'est important pour l'avenir. D'autre part, il a dit, pour s'excuser ou pour essayer de s'excuser
dans les moments suivants, il a dit mais ça n'était pas le moment de donner des leçons à ses partenaires ou à ses alliés. Mais c'était justement le moment de donner des leçons. Ensuite, on rappelle que le chancelier Merz avait été quand même très loin dans ses déclarations, il en a l'habitude à l'emporter-pièce, en disant, lors d'une attaque tout aussi illégale d'Israël, puis des États-Unis une semaine après, en juin 2025, contre l'Iran et contre les sites estimés pré-nucléaires militaires, il avait dit, d'une façon très étonnante, Israël fait le sale boulot pour nous tous. On attend de savoir qui c'est, nous tous, dans son esprit. Excusez-moi d'être un petit peu ferme, mais moi je passe mon temps à expliquer tout cela, notamment sur les chaînes de télévision, ça ne sert à rien. Et puis, il y a aussi une troisième dimension pour l'Allemagne, c'est l'apologie de plus en plus par l'Allemagne, y compris par, non pas l'Allemagne, mais la présidente du Conseil européen, l'apologie de la force armée qui est supérieure à celle du droit. Heureusement, le ministre de la Défense allemand a dit que ce n'était pas une guerre qui était la nôtre, sous-entendu celle non seulement de l'Allemagne, mais des autres Européens. C'est une expression qui avait été déjà employée par le président français. Le Royaume-Uni, fidèle à son ambiguïté, on ne peut pas le lui reprocher, l'ambiguïté atavique, a condamné cette guerre illégale. On sait qu'il avait été entraîné par les États-Unis dans la guerre d'Irak 2003, donc il sait de quoi il parle, le Royaume-Uni, et en revanche, il a accepté de voir les avions américains militaires utiliser les bases britanniques. Donc une ambiguïté tout à fait banale. Il n'a pas été payé de retour, d'ailleurs, le Royaume-Uni, puisqu'il a été très maltraité aussitôt par le président Trump, et le président Trump qui disait que le Premier ministre britannique n'était pas Churchill. Je ne sais pas à qui il faudrait comparer le président des États-Unis, en l'occurrence. Oui. L'Autriche, intéressante parce que c'est un pays de civilisation et de culture germanique, a tout de suite refusé le chantage américain sur l'implication des Européens dans le détroit d'Ormuz et a également interdit le survol de son espace aérien aux avions américains. La Belgique a été pour la guerre, c'est très intéressant parce que c'est un pays profondément divisé de façon communautaire, et il a utilisé une expression, un concept juridique très innovant, en disant que cette guerre était illégale, mais légitime. Oui. Alors, je trouve ça très intéressant. C'est très intéressant. Et alors, quant à la France maintenant, et je vois que mon exposé suscite des réactions, et je m'en félicite. La France, très rapidement, le 28 à chaud, le même jour, le jour de l'entrée en guerre d'Israël, parce qu'il y a quand même deux belligérants, qui ne sont pas sur le même plan que l'agressé, il y a deux agresseurs quand même à l'affaire. Et la France, donc, a été communiqué très embarrassée, que j'ai dénoncé le jour même, d'ailleurs, en public. Elle ne condamne pas l'agression, c'est quand même pour un membre permanent du Conseil de sécurité, ce n'est pas la première fois d'ailleurs de la part de la France. Elle ne cite pas les agresseurs. Elle entérine, comme l'on dit, une quarantaine d'anciens ambassadeurs français. Je renvoie à un article du Monde qu'elle avait tacitement entériné les frappes initiales. Elle a engagé l'Iran, qui était bombardé, à commencer des négociations avec les agresseurs. Et alors, plus sérieusement, donc on voit quand même que la France a corrigé le tir le 3 mars suivant, en disant des choses un peu plus adultes en matière de droit international. Et elle l'a bien fait. Notamment, elle a proposé à terme, sous mandat international, et d'autre part, à la fin de la guerre, après les conflits, elle a demandé à la France de remettre un peu de sécurité dans le Golfe par l'intermédiaire d'une coalition internationale, et demain, le Royaume-Uni et la France organisent quelque chose en la matière. Après le conflit et sous mandat international, il faut bien entendu dire que ce mandat international, l'idéal serait, même si c'est là aussi une coquille vide, serait quand même les Nations Unies pour des raisons purement formelles. La France a respecté ses accords de défense et de coopération militaire avec un certain nombre de pays du Golfe, notamment évidemment les Émirats Arabes Unis, Qatar, Bahreïn, Koweït, Jordanie en dehors du Golfe, Irak. Et on a vu, alors ça on peut y revenir, une sorte dans la société française, une sorte d'évolution trumpiste très inquiétante,
d'un point de vue sociologique, en ce qui concerne la façon dont le droit était un peu jeté aux ornières, et c'était la force qui devait non seulement primer le droit, mais périmer le droit. Je développerai dans le papier pour la revue, si le papier est publié, un certain nombre de déclarations extrêmement inquiétantes sur la façon dont les idées trumpistes violemment contre le droit international. On n'a pas de solution, il n'est pas bon, il n'est pas mauvais, il est vétuste, il est lacunaire, il est amendable. Ce droit international, il n'y en a pas d'autre. C'est-à-dire qu'on ne veut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Alors, pardon pour mon voisin grec, mais vous avez un pays exemplaire avec l'Espagne qui est de façon très minime européenne, la Turquie, qui tout de suite, ce qu'aurait dû faire la France, a dit, bien entendu, nous condamnons les États-Unis, Israël et l'Iran. Et l'Iran, c'est ce qu'il fallait dire tout de suite. Ça n'a pas été fait, pardon. En ce qui concerne l'Union européenne, on peut aller très vite. Madame Kallas, la patronne entre guillemets de la diplomatie européenne, pour autant qu'il y ait une diplomatie européenne, a évoqué très vaguement, dès le premier jour, le lendemain je crois, ou le premier jour, le lendemain, le droit international, pour dire qu'il faut de la retenue. Ce mot est vide de sens, dans la mesure où ça avait l'air d'avaliser la guerre menée par les agresseurs contre l'agressé. Personne n'a de tendresse à l'égard du régime iranien autour de cette table, j'imagine. Le président du Conseil européen, même chose, et a dit la plus grande retenue. Alors je ne sais pas ce qu'est la différence entre la retenue et la plus grande retenue. Et puis, elle a dit, Mme Kallas, alors que tout le monde était préoccupé par le Golfe, il faudrait peut-être s'occuper du détroit du Bab el-Mandeb. Elle avait raison sur le fond, mais ce n'était pas exactement le sujet du jour. Et elle a dit il faut que l'opération Aspides, qui est une opération de l'Union européenne, puisse être renforcée. Elle a été retoquée très rapidement par les 27 États de l'Union européenne lors d'un sommet. Et elle a demandé très curieusement à Mme Kallas, tout ça sera documenté, elle a demandé, alors de quoi je me mets, à ce qu'elle a demandé que les États-Unis puissent intervenir auprès de la Russie pour que la Russie n'aide pas l'Iran. Je me suis dit, nous sommes dans l'Union européenne en ce moment. Madame, oui, c'est dramatique. Je ne le mettrai pas dans le texte dramatique. Alors, Madame von der Leyen, présidente de la Commission européenne, d'une certaine façon hors mandat et comme d'habitude hors compétence, on peut le développer à propos de l'accord qui a été fait avec le président Trump dans un golfe privé écossais au mois de mai, sous erreur 2025. Bon, hors compétence et hors mandat, elle a minimisé les mérites du multilatéralisme dans les relations internationales dans sa conférence donc auprès des ambassadeurs européens. Tous les détails seront donnés, et elle a dit que les règles n'étaient pas suffisantes, les règles, les normes internationales, le droit international, ça n'était pas suffisant. Il fallait maintenant que l'Union européenne défende des intérêts. Et le même mot d'intérêt a été repris d'une façon en litanie par le chancelier allemand. L'Europe a des intérêts, elle n'a plus à respecter de cette façon-là autant de règles du droit international. C'est-à-dire, c'était très bien expliqué par un certain nombre d'ambassadeurs français qui ont dit publiquement, attendez, l'Union européenne est fondée sur le droit international. Elle s'estime être un modèle à prétention universaliste. Donc tout ça était un peu déséquilibré. On remarquera également pour l'Union européenne, et c'est la fin de la seconde partie de 3, qu'il y a une contradiction majeure. Vous ne pouvez pas, à juste titre, critiquer la Russie qui agresse l'Ukraine et ne pas critiquer les États-Unis et Israël qui agressent l'Iran. Il n'y a pas en droit international de bons agresseurs et de mauvais agresseurs. C'est fondamental. Si on ne tient pas cette ligne-là, on va vers la loi de la jungle. Alors la loi de la jungle, c'est très intéressant dans le domaine des relations internationales. L'impression que vous soyez le lion. Alors il y a un grand lion, en ce moment il y a un petit lion, mais il va y avoir beaucoup de petits lions dans les décennies prochaines. Faisons attention pas d'erreur de perspective. Alors, pour l'OTAN, alors là aussi l'OTAN voit une grande déconfiture, et c'est très inquiétant. Et je ne suis pas particulièrement atlantiste, loin de là, mais on voit que l'année dernière, en 2025, le secrétaire général de l'OTAN, le nouveau secrétaire général néerlandais, Mark Rutte, donc, a applaudi à tout rompre à
à l'attaque d'Israël puis des États-Unis contre l'Iran en juin 2025, donc en violant clairement la charte de l'OTAN. Ça aura des conséquences pour l'Alliance Atlantique. Et d'autre part, il parle aujourd'hui, en approuvant cette guerre illégale des États-Unis et d'Israël contre l'Iran, de la part de l'Alliance Atlantique. C'est-à-dire qu'on recherche le verge pour se faire battre par les pays du Sud. Évidemment, on est en contradiction majeure. Et il a parlé au nom des 32, je ne veux pas de quel droit, puisque les 32 sont complètement divisés dans l'affaire, 32 membres de l'Alliance Atlantique. Il a parlé du soutien massif. Il affaiblit l'OTAN, et il faut se référer au précédent secrétaire général de l'OTAN, qui, dès les premiers jours de la guerre, le Norvégien Stoltenberg, a très bien dit, en tant qu'ancien secrétaire général de l'OTAN, il a dit de façon très sérieuse, article 1, c'est une guerre illégale. Ancien secrétaire général de l'OTAN. Article 2, surtout ne pas impliquer, c'était son terme en français, j'ai oublié en anglais. Surtout pas impliquer l'OTAN, et 3, et il va la survie de l'OTAN. Il y va la survie de l'OTAN. Bon, et on voit les deux raisonnements. Alors, le président Trump, à propos de l'OTAN, nous a traité de lâche parce qu'il ne comprenait pas pourquoi on ne voulait pas devenir belligérant dans une guerre illégale à propos du Golfe. On est dans des contradictions majeures, d'une part. Et d'autre part, évidemment, il a donné raison à Poutine, au président Poutine, en expliquant que les pays européens de l'OTAN étaient à tigre de papier par rapport, évidemment, à la puissance américaine. Il n'y a pas de point de comparaison. Mais enfin, on ne demande pas au président américain de creuser la tombe de l'OTAN en tant que tel. Et l'OTAN, la question va se poser, à mon avis, à terme, de la démission, en tout cas, éventuelle, du secrétaire général de l'OTAN, qui fait le métier inverse de celui qu'on lui demande, et au nom de principes qu'on ne peut pas reconnaître. Là, il y a un problème, non seulement pour les Européens, mais pour l'Alliance Atlantique en tant que telle. Alors, quelques remarques de conclusion provisoire. Absence de solidarité pour les pays européens de l'Union européenne ou hors Union européenne. Absence d'unité, divergence profonde, tout ça a des conséquences majeures, notamment pour les rapports entre l'Allemagne et la France dans les années à venir. L'Union européenne est éclatée. L'Union européenne est clairement prise en tenaille entre les États-Unis et la Russie à cause de la guerre d'Ukraine. C'est un des otages géopolitiques de la guerre d'Ukraine, dont nous allons financer la reconstruction sur les ordres des États-Unis. Elle est dans des contradictions majeures. Et quelques remarques pour tenir dans les temps, et il est évidemment, ça s'est débranché, non, 17 minutes. Quelques remarques génériques, sui generis, c'est-à-dire des remarques thématiques et non pas sous forme de scénario, très enrichissant les scénarios par ailleurs, mais c'était une guerre prévue pour être courte. C'était une guerre dont les buts politiques n'étaient pas les mêmes de la part des deux agresseurs, clairement, entre les États-Unis et Israël, on peut le développer. Le renversement de régime iranien n'a pas eu lieu. On a minimisé la capacité de résistance de l'agressé, quel que soit le peu de considération pour la nature de son régime. Et puis, encore une fois, des crimes de guerre largement partagés, dévastation d'installations civiles, crimes de guerre qui ne seront jamais jugés, puisque Israël, les États-Unis et l'Iran ne sont pas à la CPI, à la Cour pénale internationale. Le droit international, qui est la ligne directrice de mon propos, à voler en éclat, c'est très important pour l'avenir, parce que nous donnons de bonnes raisons aux pays du Sud qui voudraient faire de même. Ça a été évoqué très rapidement par l'un des intervenants ou par un auditeur dans la salle très bien tout à l'heure. La question du Hezbollah est une question fondamentale, mais ce n'est pas la vraie question pour Israël. La vraie question, c'est la question palestinienne qui est à l'origine et qui a déclenché tout. C'est-à-dire que pour Israël, la date maudite, en tout cas sur le plan juridique, c'est 1967. C'est l'occupation de territoire palestinien, d'un territoire syrien, le Golan, et d'autre part l'annexion par la suite de deux territoires palestiniens. C'est la question palestinienne qui est à l'origine de tout. Le 7 octobre, elle a déclenché. Oui,
c'est un déclencheur, mais dans la foulée de... Oui, il n'y a pas de hiérarchie dans ça. Dans la foulée de, de toute la question des rapports entre Israël et la Palestine. Et quand Israël, on a tout à fait raison de dire que le Hezbollah refuse, et l'Iran refuse la création, l'Iran refuse l'existence d'Israël, mais Israël refuse l'existence de la Palestine depuis toujours. Alors il y a quelque chose qui ne va pas dans cette affaire. Ils ont proposé des accords, excusez-moi, d'Oslo, pour pas être acceptés. Et puis, alors deux autres remarques, comme toujours concernant l'avenir, c'est la question de la prolifération nucléaire. Je l'ai plusieurs fois développée. Je suis désolé, si j'étais un des grands pays de la région, on voit lesquels, je ne penserais qu'à avoir l'arme nucléaire. Et il ne faudra pas s'en appeler à ce moment-là, s'ils parviennent, ce que je ne souhaite pas par ailleurs. Mais là, il y a quelque chose qui est énorme pour les décennies à venir. Et puis, la dernière chose, et la plus triste, et la plus aggravante, c'est que nous sommes là devant trois pays, dans le désordre, les États-Unis, Israël et l'Iran, qui invoquent chacun pour soi le Dieu les trois invoquent les trois dieux des trois seules religions monothéistes. C'est une guerre fratricide. C'est-à-dire les deux peuples élus, évidemment, Israël est d'une façon et auto-élu d'une façon plus récente les États-Unis, et puis l'Iran. On a les trois seules religions monothéistes qui s'entretuent. Regardez cette situation vue d'Asie, que ce soit l'Inde, que ce soit la Corée du Sud, que ce soit la Chine, que ce soit quelques de grands pays intermédiaires comme les États-Unis, mais c'est mortifère. Et chacun, d'une façon à la fois caricaturale et d'une façon inadmissible, a son Dieu pour lui. Eh bien, en quoi est-ce que ça relève des relations internationales? Évidemment, on peut se le demander. Je vous remercie.